êtes sur Télé Sud, bonsoir et bienvenue. Mercredi 25 avril, voici les titres. Eglig, zone frontalière entre les deux Soudans, devenu véritable champ de bataille pétrolier, est à nouveau aux mains de Khartoum. Des affrontements qui ont sérieusement endommagé une installation pétrolière. 5e journée mondiale de lutte contre le paludisme, une maladie qui tue encore près d'1 million de personnes chaque année dans le monde. Pour y remédier, le Cameroun propose une solution plus pérenne. Et puis la coopération militaire franco-béninoise est au beau fixe après une formation intensive. 100 militaires béninois et 4 Français font désormais partie de la grande famille des commandos parachutistes. Nous y revenons dans un instant. Voilà plusieurs mois que les armées de Djouba et de Khartoum s'affrontent sur des zones contestées. Des affrontements aux conséquences désastreuses pour les populations. Dernier événement en date, un pipeline a été éventré dans la zone pétrolière frontalière d'Eglig, revenu aux mains du Soudan après de violents combats avec Djouba. Une charge de TNT l'aurait touché selon un responsable pétrolier. Le pipeline, d'où l'on peut voir s'écouler un épais liquide noir de brut. L'armée du Soudan du Sud a rejeté sur Khartoum la responsabilité de ce désastre et a affirmé que ce sont les nordistes qui ont bombardé sans discernement les installations pétrolières pendant que les troupes de Djouba occupaient la zone. Et un peu plus tôt, le président soudanais Omar el-Béchir, en visite à Eglig justement, avait déclaré qu'il ne négocierait pas avec le Soudan du Sud en dépit des appels incessants de l'ONU, l'Union africaine et des États-Unis. On l'écoute. Nous sommes venus vous assurer que notre position est la suivante. Comme je l'ai déjà dit, les anciennes frontières du Soudan ne peuvent pas tous nous contenir, eux et nous. Cet insecte doit être éloigné, nous devons exterminer cet insecte. Un mot également sur la libération de l'otage suisse enlevé le 15 avril dernier à Tombouctou, dans le nord du Mali. Béatrice Stockley a été remise ce mardi par des islamistes aux autorités du Burkina Faso qui l'ont emmenée à Ouagadougou à bord d'un hélicoptère. Les nouvelles autorités maliennes, justement, qui se font attendre, ne connaissent toujours pas la composition du gouvernement, un peu plus d'une semaine après la nomination du Premier ministre de transition. Et c'est aujourd'hui que le monde célèbre la journée de lutte contre le paludisme. Au Cameroun, comme dans la plupart des pays d'Afrique, la malaria constitue la première cause de mortalité. Toutefois, des mesures sont prises par le gouvernement pour éradiquer à long terme cette maladie. Mélanie Beteb. Selon des statistiques diffusées par le Comité national de lutte contre le paludisme, la malaria constitue plus de 36% des motifs de consultation et 40% des dépenses de santé des ménages camerounais. Dans les services des urgences des hôpitaux, ils affluent chaque jour des enfants atteints de paludisme. Les cas que nous recevons ici, c'est manifestement le paludisme grave. Et les enfants qu'on amène ici, ce sont des enfants en situation critique et il faut lever l'urgence. Des mesures sont prises par le gouvernement avec l'appui des organisations internationales pour éliminer à long terme la maladie. Il y a eu cette année la distribution de plus de 8 millions de moustiquaires imprégnés. Que les populations acceptent l'utilisation des moustiquaires imprégnés qui leur ont été donnés gratuitement. Beaucoup de gens qui ont pris les moustiquaires ne les ont pas utilisés. Il faut savoir les utiliser correctement pour empêcher que les moustiques les piquent et leur transmettent le germe du paludisme. Il a été décidé de la gratuité des médicaments pour les enfants de moins de 5 ans depuis février 2011 et les médicaments contre le paludisme vendus dans les hôpitaux sont subventionnés. Pour traiter le paludisme simple, c'est traiter avec les combinaisons thérapeutiques à base de dérivés d'artémisinine. Et nous avons 2 types qu'on recommande au Cameroun. Il y a d'abord l'artesunate amodiaquine, qui est subventionné et gratuit pour les enfants. L'introduction récente des tests de diagnostic rapide vont aussi permettre d'améliorer le traitement de cette maladie. Toutefois, malgré toutes ces mesures, le paludisme continue à sévir dans les familles à cause de la prolifération de son vecteur qu'est l'anophèle. Le moustique femelle dont la piqûre vous inocule le plasmodium, l'agent pathogène du paludisme. Mourir au nom de croyances traditionnelles, c'est le cas des albinos qui continuent à souffrir du rejet de la société dans certains pays d'Afrique. Mais au Rwanda, les temps changent. Des jeunes Rwandais se mobilisent pour mettre fin à cette marginalisation. Correspondance sur place, Jérôme Mugabo.
En Afrique, les albinos sont souvent écartés. Ce rejet peut même dans plusieurs camps mener à la mort, comme dans certains pays d'Afrique de l'Est. La jeunesse rwandaise opte pour une évolution de mœurs. Pour la première fois, différents groupes de jeunes rwandais se sont réunis pour mettre fin à cette marginalisation. Une idée venue de Dusabe Jambo-Marie Clémentine, jeune cinéaste qui bientôt produira un film sur la vie des albinos, leurs souffrances et son souhait de leur intégrer dans les sociétés africaines. Un bon nombre d'albinos présents lors de cette campagne ont manifesté leur joie de voir la société rwandaise être consciente de vie qu'ils mènent. Tout le monde le sait. Nous le savons aussi que la société écarte et marginalise des personnes avec des problèmes particuliers. Quand il s'agit de nous, ça devient pire. Le ministre de la Jeunesse est l'invité d'honneur. Il a apprécié les efforts de jeunes Rwandais pour préserver un bon avenir pour tout Rwandais, y compris les albinos. Je suis content de voir que les jeunes sont les premiers à lutter pour les droits des albinos. Comme ça, nous saurons les difficultés qu'ils rencontrent et comment leur venir en aide. Prendre au sérieux le problème des albinos, leur éducation, santé, voire aussi leur faciliter le moyen de trouver des emplois, sera la préoccupation du gouvernement rwandais. The Label est le titre du film qui sera réalisé par Dusabe Jambo-Marie Clémentine pour revaloriser les albinos. Préparer les soldats béninois à défendre leur pays et répondre aux différentes missions de maintien de la paix, c'est dans cette logique que l'armée béninoise assure périodiquement la remise à niveau de ses soldats grâce à la coopération militaire bénino-française. Ainsi, 100 soldats viennent d'être formés. Ils font désormais partie de la grande famille des parachutistes du Bénin. Maximien Gbénou. Le casque bien rimé, tout. Et vous connaissez les notions. Jambes jointes, pieds fermés avant de faire l'ouverture du ré. Première étape de ces manœuvres militaires aériennes, la vérification des parachutes avant leur montée à bord en présence des autorités. Une dizaine de minutes après leur largage, ils vivent cette épreuve selon leurs expériences. C'est difficile, c'est vraiment difficile, mais il faut être courageux pour franchir la porte de l'avion. La réception de ces 100 militaires dans la famille des commandos parachutistes brevetés béninois et 4 Français est le fruit de la coopération bilatérale militaire bénino-française. Mais avant, ces combattants des troupes aéroportées ont suivi quelques jours plus tôt d'intenses séances de parachutage. Des séances dont l'aboutissement est la remise de leur brevet. Une fierté pour le général Soumane Oké, lui aussi parachutiste. Sans à la fois, ça démontre à quel point nos troupes aéroportées sont solides et je leur demande de continuer d'être dans cet état. Au cours de ces manœuvres, il est relevé un cas de luxation admis au centre médico-social de la garnison de Ouassa et ses 4 blessés. À cette cérémonie, la partie béninoise a récompensé les éléments du bataillon français qui ont œuvré à la réalisation sans faille de ces manœuvres. Une manière pour eux de signifier qu'ils sont toujours ensemble. Réformer le secteur du tourisme, c'est l'objectif du gouvernement burundais, un secteur jusque-là peu exploité, qui pourra désormais contribuer au développement économique national. Makalix Mouchiti et Dimboloyo. Le secteur du tourisme, reconnu comme un levier essentiel pour la croissance socio-économique du pays, est encore à l'état embryonnaire au Burundi. C'est ainsi qu'avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, le gouvernement du Burundi vient d'adopter une stratégie nationale de développement durable du tourisme comme secteur incontournable dans le développement économique du pays. Dans les pays où c'est déjà développé, le tourisme contribue beaucoup dans l'économie nationale de ces pays. Et alors, le Burundi, pourquoi pas, lui aussi, il ne peut pas se lancer dans ce secteur, le développer, pour qu'il contribue aussi dans la croissance de l'économie nationale. La gamme de variétés touristiques qu'offre ce petit pays de l'Afrique de l'Est, même si elle n'est pas encore mise en valeur, elle attire déjà quelques milliers de touristes par an, un chiffre qui pourrait tripler une fois que ces potentialités seraient bien aménagées. Déjà à l'état naturel, c'est déjà visitable. Et alors, comment ne pas croire qu'une fois aménagé, pas seulement les sites, mais tous les secteurs qui vont avec, c'est évident que les apports du tourisme doivent contribuer à l'économie nationale.
Cette année, le Burundi vient d'être primé meilleur exposant Afrique et meilleur exposant du monde dans le Salon international du tourisme de Berlin. Une occasion pour les tours opérateurs de vanter un nouveau genre de tourisme jusqu'ici peu exploité. Je pense que le fait qu'on soit resté très nature, ça devient un tourisme de niche qui est une grande qualité, ça n'existe plus. Nous avons des plages très saines, pas avec des grands hôtels 4-5 étoiles. Donc ça, maintenant, c'est la nouvelle culture au niveau du tourisme. Les gens veulent voir des choses naturelles, saines. Et le Burundi, c'est ce qui a fait en fait que nous avons gagné le prix. Les choses sont très naturelles. D'après la stratégie nationale de développement du tourisme, ce secteur pourra contribuer à la réduction de la pauvreté, mais aussi à la consolidation de la paix au Burundi. Et l'on se quitte sur la bataille présidentielle pour le second tour qui se poursuit en France. François Hollande a affirmé qu'il envisageait pour 2013 sa réforme institutionnelle, donnant le droit de vote aux étrangers non communautaires aux élections municipales. Nicolas Sarkozy, de son côté, a assuré mardi qu'il y avait un risque communautariste dans cette proposition, alors qu'en 2005, il s'y disait favorable à titre personnel, un droit par ailleurs promis par le PS depuis plus de 30 ans. Et c'est ainsi que s'achève cette édition, mais avant, je vous rappelle l'information principale de la journée. Après les affrontements, la fuite du brut dans une installation pétrolière à Eglig, les deux Soudans continuent à s'enfoncer dans une guerre sans issue. Le président sud-soudanais Salva Kiir, en visite en Chine, pays forcé à jouer les médiateurs entre Khartoum et Djouba du fait de ses intérêts pétroliers dans la région, a dû écourter son voyage. Voilà, fin de ce journal. La suite de vos programmes, c'est tout de suite sur Télé Sud, bien sûr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition.